L'avantage évident, c'est bien entendu que cela nous permet de moins perturber le climat à l'usage d'énergie fossile constant. Il y a en particulier une forme d'énergie pour laquelle cette séquestration pourrait s'avérer très intéressante, c'est le charbon, qui se trouve représenter les 2/3 des réserves prouvées de combustibles fossiles sur Terre, voir graphique ci-dessous. Ci-dessus, la répartition par grande zone des réserves de combustibles fossiles en milliards de tonnes d'équivalent pétrole. La source est BP Statistical Review de juin 2007. En aparté, on peut noter les réserves de pétrole. C'est assez intéressant de voir que ça achève. Ci-dessous, la répartition par nature des réserves mondiales de combustibles fossiles. La lecture de ces graphiques permet de noter les éléments suivants. Les réserves de charbon sont beaucoup mieux réparties que les réserves de pétrole et de gaz. Les grosses zones consommatrices d'énergie, aujourd'hui Amérique du Nord et Europe, et peut-être demain l'Asie, disposent toutes de réserves de charbon très significatives, alors que les réserves de pétrole et de gaz de ces zones sont proches de l'épuisement. En particulier, les États-Unis disposent des premières réserves mondiales. On peut comprendre leur intérêt à se pencher sérieusement sur les techniques de séquestration du CO2. Mais il n'en reste pas moins que de brûler tout le pétrole, le gaz et le charbon connus, sans parler de ce qui pourrait être découvert ensuite, en envoyant tout le CO2 dans l'atmosphère conduirait à des émissions totales de CO2 qui feront doubler la concentration atmosphérique actuelle de ce gaz. De 370 ppm, il s'ensuivrait une élévation de température possible de 4 à 8 degrés. Cette dernière valeur intègre un possible déstockage des puits naturels et un bouleversement majeur de notre planète. Par ailleurs, les deux usages dominants du charbon sur Terre sont la production de l'acier. Le charbon sert à réduire les oxydes de fer que l'on trouve dans le minerai et surtout la production d'électricité, comme il sera facile de le constater sur les graphiques ci-dessous. Voici la répartition par usage du charbon consommé dans le monde en 2000. Total, 2,36 milliards de tonnes équivalent pétrole. La sidérurgie représente l'essentiel du post-industrie. Voici la répartition du charbon commercial consommé en France en 2002. La plus forte proportion de la sidérurgie s'explique par le très faible recours au charbon en France pour produire l'électricité. Ces usages, électricité et sidérurgie, ont la particularité de conduire à des émissions très concentrées qui ont lieu de manière massive en quelques endroits bien définis. Il est alors concevable de capturer le CO2 émis à ces endroits-là pour ensuite l'envoyer sous terre où, nous espérons, nous n'entendrons plus parler de lui. Une configuration un peu voisine s'observe pour le gaz naturel. En fait, le pétrole et le charbon sont tout aussi naturels, qui est utilisé pour une large partie pour la production d'électricité dans le monde, de telle sorte que les émissions correspondantes pourraient être capturées pour être aussi mises dans un grand trou où nous n'en entendrions plus parler. Sur cette courbe, on voit la répartition par usage du gaz naturel consommé dans le monde en 2000. La part production électrique correspond à des émissions massives pour un faible nombre d'émetteurs, et une partie significative de la part industrie est aussi dans ce cas. Si nous mettons bout à bout tous les usages concentrés de l'énergie fossile qui ont principalement lieu dans les centrales électriques et dans les usines de production de matériaux de base, acier, métaux divers, chimie de base, ciment, nous arrivons à quelque chose qui n'est pas éloigné de la moitié des émissions totales de CO2 d'origine fossile. Voici la répartition par activité des émissions de CO2 en 2000. L'essentiel de la production d'électricité et environ 80% des émissions de l'industrie sont le fait de sources assez peu nombreuses mais peu intenses et sont donc éligibles pour un procédé de capture et de séquestration. Or, comme nous avons vu ci-dessus que les émissions devraient être divisées par 2 pour cesser de perturber le climat, n'avons-nous pas là trouvé une martingale? Tout beau, tout rose alors. Après avoir représenté le côté à moitié plein de la bouteille, il faut maintenant représenter le côté à moitié vide. La séquestration du CO2 représente aussi de nombreuses faiblesses que nous pourrons lister comme suit. Le premier inconvénient de cette technique est tout simplement qu'elle est encore expérimentale. Elle a été utilisée en vraie grandeur que dans quelques champs de pétrole pour faire sortir à vitesse accélérée l'huile contenue dans la roche, et il y a un cas de stockage dans un aquifère salin pour évacuer le CO2 d'une plateforme pétrolière dans la mer du Nord, environ 1 million de tonnes de CO2 par an. Le deuxième inconvénient est que, ici comme ailleurs, équiper l'intégralité des sources d'émissions éligibles serait plus le fait de quelques décennies que de quelques mois. Attendre d'avoir cette technique à portée de la main est accepter d'une certaine manière la hausse des émissions tant que ce procédé n'est pas largement répandu. Le troisième inconvénient de cette technique est que pour épurer les fumées d'usine,
compresser le gaz et l'envoyer sous terre, il faut utiliser de l'énergie. Et les ordres de grandeur couramment avancés sont de l'ordre de 10 à 20% de l'énergie obtenue en brûlant le combustible fossile. En d'autres termes, quand nous brûlons du charbon et du gaz au lieu de disposer de 100% de l'énergie de combustion, lorsque nous laissons allègrement le CO2 partir dans l'atmosphère, nous n'en aurions plus que 80%, le reste étant alors utilisé pour envoyer le CO2 résultant de la combustion sous terre. Cela a deux conséquences majeures. Si nous voulons utiliser l'ensemble des combustibles fossiles actuellement sous terre, sans mettre le CO2 dans l'atmosphère, cela diminue mécaniquement les réserves, ou plus exactement l'énergie utile provenant de ces réserves de 20%, puisque 20% environ doit être affecté à la séquestration du CO2. Dès lors que nous utilisons ces combustibles, or à un rythme actuel de croissance et de consommation, et avant même de parler de séquestration, ces réserves seraient épuisées en un demi-siècle. Toute utilisation des combustibles fossiles avec séquestration coûtera nécessairement plus cher que sans, du moins tant que les émissions de CO2 ne seront pas taxées. Or, une partie significative du charbon étant utilisée soit aux États-Unis, qui n'aiment pas les surcoûts, soit dans les pays en cours d'industrialisation, qui n'ont peut-être pas les disponibilités financières nécessaires, il est loin d'être garanti que toute source éligible souhaitera s'équiper. En particulier pour le cas de l'électricité, la libération qui a lieu un peu partout a pour conséquence que tout centime de surcoût pour le kilowattheure produit, c'est vu comme une horreur par les producteurs qui se battront donc bec et ongle contre. Le quatrième inconvénient de cette technique est que seules les ressources concentrées de CO2 sont éligibles. Certes, cela représente la moitié des émissions de CO2 provenant de l'énergie, mais pour l'autre moitié, il n'est pas possible d'y recourir. Cela élimine donc les transports, qui connaissent une croissance très importante. En leur sein, c'est le transport aérien le plus gourmand en carburant par passager, qui augmente le plus vite, les chaudières de maison ou les bureaux, et la petite industrie. Enfin, une dernière limitation est que le CO2 provenant de l'énergie fossile ne représente lui-même qu'un gros 50% du problème. Voici la part relative de chaque gaz à effet de serre dans le total des émissions d'origine humaine, hors ozone, qui n'a pas de source directe. La contribution de l'ozone au forçage radiatif n'étant pas très éloignée de celle du méthane. Il s'ensuit que le CO2 d'origine fossile représente environ 50% de la perturbation d'origine humaine. Par voie de conséquence, séquestrer 50% de 50% du problème porte sur 25% de ces derniers. Ce n'est surtout pas à négliger, oh que non. Mais ça ne peut constituer une solution suffisante pour ne plus entendre parler d'éventuels ennuis. En particulier si la consommation d'énergie est multipliée par 4, ce qui est incontournable pour permettre à 6 à 9 milliards d'individus de vivre comme un Européen d'aujourd'hui. La bonne question étant de savoir si cela doit constituer un objectif souhaitable, avec la même proportion pour chaque source que celle que nous connaissons en 2006, c'est-à-dire 85% pour les énergies fossiles et 15% pour les sources sans carbone, que sont l'hydroélectricité et le nucléaire. Les émissions seront multipliées par 4 également. Si la séquestration, à supposer qu'elle soit un jour techniquement au point, pouvait éviter la moitié des émissions de CO2 correspondantes, nous n'aurions encore une perturbation climatique double de celle d'aujourd'hui, et 4 fois trop importante pour stabiliser la concentration de CO2 dans l'air. Il y a donc là à la fois une marge de manœuvre majeure. Certains industriels ne s'y sont pas trompés et commencent à investir massivement dans des recherches sur la question, mais insuffisantes pour nous dispenser de tout autre effort sur les consommations et la modification du mix énergétique. Mais si la collectivité souhaite agir, que peut-elle faire ? Quiconque souhaite gérer le problème du changement climatique doit en fait agir sur deux tableaux. Il faut diminuer les émissions pour atténuer l'ampleur du problème et diminuer les risques futurs. Car de même que cela a toujours eu un sens pour un fumeur de s'arrêter de fumer, quel que soit son état de santé au départ, cela a toujours un sens pour nous, quel que soit l'état de notre environnement, de ne pas l'aggraver. Il faut se préparer au réchauffement inéluctable découlant des gaz à effet de serre supplémentaires déjà présents dans l'atmosphère, qui, à eux seuls, assurent déjà 1,5 à 2 degrés de réchauffement à quelques siècles d'échéance, ce qui est déjà beaucoup comparé aux variations passées. Si nous regardons la question de la réduction, le point important est qu'une telle réduction ne peut s'organiser que de manière internationale, car le changement climatique se manifestera partout dans le monde sans être circonscrit aux zones qui sont les plus pollueuses en gaz à effet de serre et n'offrira aucun sanctuaire.
Compte tenu de la durée de vie des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, un seul gros mauvais joueur, les USA actuellement, ou peut-être la Chine demain, peut suffire pour réduire à néant les efforts des autres pays, si effort il y a.